Honorables mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'être venus pour suivre avec nous une communication sur le procès Vital Kamerhe. D'entrée de jeu, nous devons vous dire que le procès actuellement doit toujours se faire selon les règles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que tout procès doit être équitable. C'est ce qu'on appelle le principe du procès équitable. Ces principes, au terme de ces conditions, tout procès doit être public. Donc la publicité est une règle essentielle, une garantie essentielle pour un procès équitable. Et dans le cas d'espèce, si nous associons la presse et le public en général, c'est parce que le procès de Vital Kamerhe n'est pas une affaire privée, ne peut pas être fait en catimini, c'est un procès qui doit être public. Et dans ce cadre, lorsqu'il y a des éléments essentiels, et dans le cas d'espèce, il y a les règles essentielles de la défense et de la protection du droit des citoyens qui sont bafoués, et cela nous donne l'impérieuse obligation de pouvoir dénoncer cela parce que les droits de l'homme sont supérieurs. Notre pays a ratifié les instruments internationaux et il est important que chacun de nous puisse s'assurer de la bonne gestion des droits du citoyen partout dans notre pays comme partout dans le monde. Mesdames et messieurs de la presse particulièrement, nous, avocats de M. Vital Kamerhe, nous avons l'honneur de vous inviter ce jour dans le cadre de la paroisse Notre-Dame de Fatima pour vous informer de notre profond regret de constater avec grande surprise que la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, a rendu frauduleusement, en violation flagrante des droits de la défense, un arrêt dans la cause inscrite sous R-Const 343/TSR dans laquelle M. Vital Kamerhe, notre client, était demandeur. Je ne veux pas revenir sur les faits que vous connaissez. Vous savez que M. Vital Kamerhe fait l'objet, comme on vient de le dire en introduction, d'une procédure judiciaire, d'abord à l'initiative de l'honorable Madame Yvine Moleka, suite à une dénonciation à propos des élections de 2011. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui, en fait, c'est une requête en inconstitutionnalité parce que Vital Kamerhe a trouvé que dans les textes de loi sur base desquels il est déféré devant la Cour constitutionnelle, il y a des dispositions qui sont contraires à la Constitution. Et comme cela est prévu, nous avons donc déposé en date du 19 février 2015 cette requête en inconstitutionnalité qui a été enrôlée, comme je vous le dis, sous le RPR/C005. Et je rectifie, sous le R-Const 005, puisque le RPR, ça c'est la procédure de fond. En date du 6 mars 2015, comme se le prévoit la procédure, le procureur général de la République a donné son avis. Le premier président de la Cour suprême, retenez bien ces dates, en date du 18 mars 2014, c'est ce qui est écrit dans l'ordonnance, mais nous comprenons bien qu'il s'agit de 2015, il a fixé la cause au 20 mars 2015. Soit 2 jours après, cela sans tenir compte de la notification des dates d'audience, alors que la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que la procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Suite à cette ordonnance du 18 mars
pour comparaître le 20. C'est par un pur hasard que M. Vital Kamerhe a appris que l'affaire allait passer le 20 et il a dépêché 2 de ses avocats, à savoir le bâtonnier Bouanika Joseph et Maître Kabengela Ilunga. Les 2 avocats ont assisté à l'audience du 20 mars et ils ont comparu pour constater que la procédure n'était pas régulière. Car la Cour, vérifiant la procédure, a constaté que la cause n'était pas en état d'être examinée et avait renvoyé cette affaire à l'audience du 8 mai 2015 pour régulariser la procédure. Suivez-moi bien. Curieusement, contre toute attente, il nous revient de constater qu'avec beaucoup de regrets que le premier président de la Cour suprême de justice a fait des annotations, tout au moins des annotations qui lui sont imputées, lesquelles ont raturé sur la farde la date d'audience renseignée par le greffier audiencier sur la farde, à savoir le 8 mai, et au lieu du renvoi au 8 mai, nous avons constaté qu'une autre audience, après celle à laquelle les avocats ont participé, le même jour, cette audience s'est tenue, on ne sait suivant quelle procédure et principe de droit, et à laquelle les juges déclarent ceci, et là je cite, à l'appel de la cause, aucune des parties ne comparait ni personne pour lui. En rappelant cette cause, la composition vient d'entrer en possession de l'arrêt rabat la remise et il y a lieu de continuer la procédure comme suit. Et là, le projet d'arrêt qui figure conduit à l'irrecevabilité de notre requête. Et lorsque nous avons vérifié au greffe, nous avons constaté que les annotations en rouge, à l'encre rouge, ont été faites le 23 mars et précisent ceci. 1. Corriger. 2. Relire l'arrêt avant sa signature par la composition. Et apparemment, ces annotations à l'encre rouge n'étaient pas l'œuvre des magistrats auxquels l'arrêt aurait pu être imposé pour signature. Cette façon de faire qui frise l'acharnement justifié à l'égard de Vital Kamerhe est attentatoire aux droits de la défense garantis par la Constitution, les lois de la République et les instruments internationaux, notamment le procès équitable, l'article 14. Et c'est pour ça que notre client nous a demandé de pouvoir les rendre publics. Quant à nous, en tant que professionnels de la justice, nous tenons pour acquis, en vertu de l'acte authentique du greffier, la première feuille d'audience que nous avons ici, du 20 mars 2015, nous pensons que les annotations en rouge ne peuvent ni annuler ni anéantir que l'audience pour la R-Cons 343 TSR est renvoyée au 8 mai 2015. En conséquence, nous mettrons à votre disposition l'extrait de rôle du 20 mars 2015, la première feuille d'audience du 20 mars 2015 et celle de la procédure frauduleuse de la même date que nous dénonçons. Il nous revient en outre de vous informer que jusque hier, à la fermeture du greffe de la Cour suprême de justice, les juges n'avaient pas encore manifestement signé l'arrêt en question. La minute ne semblait pas avoir été signée. Ainsi, sauf pression excessive de la part de la hiérarchie, comme on l'appelle, l'arrêt qui ne serait pas l'œuvre de la composition, ni le résultat d'un délibéré de juge, reste non signé à ce jour et donc ne peut être endossé. Il est censé être inexistant. Nous vous disons tout cela pour attirer votre attention sur le fait que le procès Kamerhe est purement et simplement un acharnement politique et en ce qu'il ne repose sur aucune règle de droit, ce qui met mal à l'aise les défenseurs que nous sommes, parce que nous devons défendre en droit
et les pratiques que nous venons de dénoncer sont loin d'être une inspiration du code de procédure pénale ou de la procédure devant la Cour suprême que nous sommes censés exécuter. Notre client fait l'objet de poursuites de la part du parquet général pour avoir signé en date du 28 novembre 2011 une correspondance en sa qualité de président de l'UNC. Pour la petite règle, vous savez que la victime de cette infraction a déjà signé une transaction avec notre client. Les poursuites pénales dirigées contre notre client du fait de cette correspondance nous semblent contre les dispositions constitutionnelles que nous avions justement dénoncées, et il était à notre entendement d'un grand intérêt que l'opinion puisse être fixée sur ces dispositions constitutionnelles. À titre d'illustration, il ressort des dispositions des articles 17 alinéa 1er, 28 et 30 de la loi numéro 04002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, que ceux-ci sont administrés et dirigés par leurs organes et que tout acte d'un parti politique attentatoire aux lois, aux bonnes mœurs et aux statuts, aux intérêts de ses membres ou d'un tiers est sanctionnable d'annulation et ne peut engager la responsabilité pénale du signataire. Cependant, dans le cas d'espèce, contrairement aussi à la loi qui protège la liberté des partis politiques, qui garantit le statut des partis politiques, notre client, M. Vital Kamerhe, qui n'a pas agi, qui n'a pas posé d'acte attentatoire à la sécurité, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, mais qui agit en tant que président d'un parti, malgré qu'il y a eu déjà un arrangement à l'amiable avec la victime Wivine Muleka, notre client, je disais, je continue à subir un acharnement judiciaire qui ne semble pas du tout être normal et qui semble une pression qui est attentatoire à l'indépendance de la justice. Mesdames et messieurs de la presse, je répète que c'est au nom du procès équitable dont notre pays est signataire que nous, les avocats de la défense, nous avons pris cette liberté de pouvoir partager avec vous les difficultés de la défense ainsi que les difficultés de la garantie des droits de l'homme dans un pays démocratique, un État de droit et un État qui va vers les élections. Vous vous rendrez compte aisément à travers quelques éléments que nous vous fournissons et qui sont tirés parmi tant d'autres que notre justice a été privée de son indépendance et qu'il est important que cette indépendance soit garantie. Ce n'est que dans ces conditions que notre client, qui est victime d'un acharnement politique et judiciaire, pourra pouvoir être sécurisé et être sûr de participer ainsi à l'œuvre de la reconstruction de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, le collectif vous remercie encore une fois et se met à votre disposition. Pour les journaux APIC, sous le journal APIC, si nous rentrons un peu en arrière avec ce qui s'est passé au Sénégal dans le procès Karim Wade, on se rend compte que c'est presque la même chose qui se passe avec le procès Kamerhe. Les avocats de Karim Wade ne faisaient que dénoncer les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais finalement Karim Wade a fini par être condamné. À la limite, autre chose, n'avez pas peur que malgré ce qu'il pouvait faire, Kamerhe finira toujours par être condamné. Merci. Edmond Izuba de Radio Venus, vous aviez dit que vous avez eu à faire des transactions avec la députée Wivine Muleka. Est-ce que vous allez mener une démarche contre Wivine Muleka, parce que nous l'avions suivi, qu'elle est en train de dire qu'elle a
rien eu auprès de votre client, ni avoir eu des relations aussi proches qu'aujourd'hui vous les montrez au public. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vous dis que nous sommes au complet au collectif. Donc pour le jeu de questions-réponses, je vais répondre à quelques questions et mes confrères qui sont autour de la table vont pouvoir me compléter pour répondre. Je commence par la question relative au procès Karim Wade. Vous dites on a dénoncé ça, mais il a fini par être condamné. Eh bien, vous êtes un peu défaitiste. Nous, quand nous allons nous avancer au prétoire et que nous défendons les causes que nous croyons juste à notre âme et conscience, nous sommes sûrs que nous sommes devant une justice indépendante. Et je peux vous dire que cette justice a déjà rendu les décisions qui montrent son indépendance. Mais il faut aussi la sauvegarder parce que les juges les plus indépendants sont souvent l'objet de mutations, sont l'objet de sanctions disciplinaires. Ça, peut-être le public ne le sait pas. Nous, nous sommes les avocats. Il est bon, nous plaidons à charge et à décharge, mais nous disons que l'indépendance de la magistrature, nous y croyons, nous travaillons pour cela, mais les personnes qui sont contre les droits de la défense sont aussi les mêmes qui parfois bafouent aussi l'indépendance de la justice, car les juges qui rendent des décisions équitables sont souvent victimes de leur œuvre. C'est pour ça que nous disons, comme d'autres personnes avaient dit que le Congo n'est pas tel pays, nous disons ce que la justice congolaise n'est pas la justice sénégalaise. Nous, nous croyons à notre justice. Et c'est la raison pour laquelle Éric Lefar, j'ai voulu d'abord faire cette affirmation, pour vous dire que le 30, lundi, nous serons là, devant notre justice. Nous allons continuer à défendre notre client, car nous sommes convaincus de son innocence et tout ce que nous voulons, c'est que le procès soit équitable. On veut qu'on nous comprenne bien. Notre client ne refuse pas de participer à ce procès. D'ailleurs, à toutes les audiences, vous l'avez vu, il était là, par respect pour la justice. Le 30, il sera de nouveau là, si c'est nécessaire. Et ce qui est important pour nous, c'est que les règles de jeu soient respectées. C'est pour ça que je répète, nous serons là le 30 pour un procès équitable. Je vais demander au confrère Kabengela de préciser la réponse de RTVS et le confrère Mayo va pouvoir donner des précisions sur la transaction avec Ruvine Onleka. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Qu'est-ce que nous reprochons actuellement à la justice et plus particulièrement à la Cour suprême de justice? Hier, passant par le greffe de la Cour suprême de justice, nous nous sommes rendus compte, en voulant vérifier l'état de la procédure, qu'il y avait dans le dossier des procès-verbaux d'audience de la même date, dont le dernier procès-verbal renseignait qu'il y avait un arrêt rendu en date du 20 mars 2015. Pour rappel, en date du 20 mars 2015, le bâtonnier l'a dit, c'est par au hasard que M. Vital Kamerhe avait été informé de la tenue de l'audience à laquelle son affaire allait être appelée. Nous nous sommes présentés avec le bâtonnier Guanika et la composition qui avait appelé la cause sans que nous ayons dit un mot avait constaté d'office, c'est-à-dire d'elle-même, que la cause n'était pas en état d'être examinée. Vous trouverez ce que nous disons là dans la feuille d'audience que nous mettrons à votre disposition. Curieusement, alors que cette composition a fini l'appel de ses affaires tard le soir, il est curieux, je disais, de constater qu'à la même date,
il y a eu une deuxième audience qui s'est tenue frauduleusement. Et ça, c'est grave pour une haute instance juridictionnelle d'un pays. Je vous lis in extenso la deuxième feuille d'audience. Donc je commence par la première. En cause, Vital Kamerhe. À l'appel de la cause, Maître Guanika, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparé conjointement avec Maître Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le demandeur. Vérifiant l'état de la procédure, la Cour constate que la cause n'est pas en état d'être examinée et renvoie celle-ci à l'audience publique du 8 mai 2015 pour régulariser la procédure. Ça, c'est le procès verbal du greffier qui est un acte authentique que personne, même le premier président, n'est pas devoir faire foi à cet acte. Une fois les parties renvoyées et nous nous attendions à l'audience du 8 mai 2015, voilà, une deuxième audience se tient en fraude. Je vous lis in extenso la deuxième feuille d'audience. En cause, Vital Kamerhe. À l'appel de la cause, aucune des parties n'est comparée ni personne pour lui. Je lis tel que c'est écrit. En rappelant cette cause, la composition vient d'entrer en possession de l'arrêt. Vient d'entrer en possession de l'arrêt, ça veut dire que l'arrêt n'est pas l'œuvre de magistrat. C'est-à-dire c'est un arrêt qu'on vient donner au magistrat, ce n'est pas le fruit de délibéré. Rabat la remise. C'est curieux. On rabat une remise et il y a lieu de continuer la procédure comme suit. La Cour passe la parole au conseiller Mukendi pour donner lecture du rapport. Après lecture du rapport, le ministère public ayant la parole, à son tour donne aussi lecture de son avis écrit de son collègue Ager Moulumba, dont le dispositif. Je vous dispense de la suite. Sur ce, la Cour clôt les débats. Séance tenante, prononce l'arrêt dont le dispositif est ainsi conçu. C'est pourquoi la Cour suprême de justice, toute section réunie, siégeant comme Cour constitutionnelle, le ministère public entendu déclare irrecevable la requête de M. Kamerhe Vital dit n'y avoir pas lieu à paiement de frais, dont acte la greffière Sylvie Mangesi. C'est dans cette fraude que l'arrêt a été présenté au juge. Nous disons présenté au juge parce que sur l'arrêt qui est dans le dossier, il y a eu des annotations dont a parlé M. le bâtonnier, indiquant 1. Corriger l'arrêt. Deuxième point, relire l'arrêt avant sa signature par la composition. Avant sa signature par la... Donc, la composition là n'avait pour mission que de signer un arrêt dont elle venait d'entrer en possession. Cette fraude ne pouvait pas laisser le collectif indifférent. Voilà pourquoi nous avons voulu, lorsque vous avez des magistrats qui ne marchent pas selon les règles de droit que nous avons apprises et sur base desquelles nous exerçons notre ministère, il nous a paru important, opportun de mettre cet état de choses à la connaissance de la presse. Et nous ne pouvons aujourd'hui pas avoir confiance. Et nous vous disons que c'est une détresse à la Cour suprême de justice au niveau des greffes, parce que même les greffiers n'en reviennent pas. Telle est la précision sur ce que nous reprochons à cette Cour et à cet arrêt qui n'est pas encore signé. Je pense même si vous trouvez les deux feuilles d'audience que nous allons vous donner, il y a eu même changement de juges. Les juges qui ont siégé avec nous, qui ont constaté le non-état de la procédure, certains ont été changés pour être remplacés par d'autres. Vous remarquerez que la Cour suprême a plus de 8 présidents. Parce que la Cour suprême, il y a le premier président, il y a le président, il y a les conseillers. Mais vous remarquerez
qu'il y a un conseiller que l'on a désigné comme président faisant fonction. Quand est-ce qu'on peut désigner un conseiller pour faire fonction de président? C'est quand il y a carence de président. Or, à l'heure actuelle, la Cour suprême n'a pas de carence de président. Voilà un peu de précision, M. Bâtonnier, que je pouvais apporter à cette question. Merci aussi au doyen Kabengela pour les éclaircissements. Parce qu'il fallait que l'opinion sache que pour une même affaire, il y a eu 2 audiences le même jour. Dans une même affaire, la première audience, on a renvoyé, quand tout le monde est parti, on a rappelé en catimini une seconde audience et on a reçu un arrêt qui est venu d'on ne sait où pour signer. Et Dieu ne dort pas, les mentions qui se trouvent dans les plumitifs d'audience ont fait que la vérité triomphe. Nous sommes devant un acharnement politique. Maintenant, j'en viens à la question à ma charge. Y a-t-il eu transaction, oui ou non? J'ai ici un document daté du 30 décembre 2013 qui est intitulé « Transaction entre le président de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle, M. Vital Kamerhe, résident à Kinshasa Gombe, avenue Moneditu numéro 5, quartier Royal, ici représenté par ses conseils, Maître Sate Zirimani et Sanduku Kulondana. D'une part, et l'honorable Wivin Moleka, résident à Kinshasa Ngaliema, Montfleury numéro 27, ici représenté par son conseil, Maître Gérard Ledi Moukoko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est ça l'acte transactionnel dont on parle. Et il est signé par les 2 parties, représentés par leurs avocats. Donc, si quelqu'un s'évertue à dire qu'il n'y a jamais eu acte transactionnel, il se mettrait à mentir parce que la vérité est têtue. Cet acte transactionnel gît au dossier de la cause. Et ce n'est pas tout. En vertu de cet acte transactionnel, Madame Wivin Moleka, ma chère collègue, a écrit une note intitulée « Désistement ». Et cette note porte le cachet du greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Qu'est-ce qui est écrit? Je sous-signé Madame Wivin Moleka reconnaît par le présent acte avoir renoncé à l'action pendante sous le RPA 18648 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, m'opposant à Monsieur Vital Kamerhe. C'est ça. Et elle a signé de sa propre main. C'est ça. On va vous dire que ici il ne s'agit que de l'action sous RPA 18648. Mais le juge est saisi et tenu des faits et non des qualifications. Les faits sont les mêmes. Voilà. Et il y a encore un autre document, enfin, cabinet d'avocats. Il y a plusieurs noms des avocats et c'est signé par Maître Ledi Gérard. C'est signé pour Madame Wivin Moleka. Qu'est-ce qui est écrit? Monsieur le greffier titulaire du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe concerne
transmission de l'acte de désistement de ma cliente dans la cause pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous le RPA 18648. C'est la lettre par laquelle Maître Lady transmet le désistement de Madame Wivine Moleka. Je viens par la présente vous transmettre pour disposition utile l'acte de désistement de ma cliente Madame Wivine Moleka dans la cause qui l'oppose à Monsieur Vital Kamere sous le RPA 18648 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le confrère a arrêté de s'occuper de Madame Wivine dans cette affaire parce qu'il ne s'est plus retrouvé. Il a préféré se retirer. Voilà donc la vérité dans cette affaire. C'est une affaire entretenue par les officines de l'État. Ce n'est plus l'affaire de Wivine Moleka. Même dans la cause pendante sous RP C005 devant la Cour de cassation et pour laquelle nous allons retourner le lundi 30 mars prochain, la citation directe qui a été notifiée à l'honorable Vital Kamere, quand vous lisez la mention y apposée, vous remarquerez que le greffier signale que Madame Wivine Moleka est à l'extérieur du pays. Mais alors, comment on a fait cette citation sur papier en tête de la Cour suprême de justice pendant que Madame Wivine Moleka elle-même n'est pas au pays? C'est une autre preuve que c'est fait ailleurs. De toutes les façons, nous le savons. Moi, je sais où c'est fait. Nous savons où c'est fait et on envoie et avec des ordres pour instrumentaliser les juges. Ils sont tout simplement en train de protéger leur carrière parce que au cas où ils se mettraient à résister, ils vont payer chèrement par rapport à leur carrière. C'est un procès politique. On crée un adversaire et on veut l'anéantir avec des moyens qui ne sont pas, comment dirais-je, loyaux. Un procès est toujours loyal. Il doit être équitable. Voilà donc l'acte transactionnel. Voilà l'acte de désistement de Madame Wivine Moleka. Ce n'est plus son affaire. C'est devenu une affaire d'État. Voilà. Merci. On ne connaît pas souvent notre langage, ce qui est normal. Moi aussi, quand un médecin parle, je ne comprends pas. Alors, vous vous demandez, est-ce que l'affaire Kamere est déjà tranchée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? RConst, ça veut dire quoi? RPP, c'est quoi? Bon, brièvement, je vais vous expliquer que lorsque la citation a commencé au premier degré, c'est-à-dire devant le tribunal de paix, c'était un RP, donc rôle pénal. Ce rôle pénal a connu un appel. On est allé au tribunal de grande instance et le tribunal de grande instance tranchant au degré d'appel, son jugement a été attaqué à la Cour suprême par une des parties, en l'occurrence deux parties, M. Kamere et le procureur général de la République. Alors, lorsque la Cour suprême a été saisie de cette demande de cassation, de pourvoi en cassation, elle a rendu un arrêt. Cet arrêt-là a fait un renvoi. C'est après ce renvoi qu'on nous a vu qu'on a donné le numéro RPR, rôle pénal de renvoi. C'est à ce niveau que nous sommes au fond. C'est cette affaire qui va passer le lundi, qui est passée lundi passé et qui va passer ce lundi qui arrive. Alors, il y a eu des exceptions soulevées par les partis, notamment par M. Kamere, qui a considéré certaines lois
susceptible d'être appliqué dans son affaire comme étant inconstitutionnel, et il en a saisi la Cour constitutionnelle. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle n'étant pas, bien qu'étant créée, n'étant pas encore installée maintenant, c'est la Cour suprême qui en assure le fonctionnement. C'est comme ça que la Cour suprême a créé un numéro R-Const, rôle constitutionnel. C'est ce R-Const-là dans lequel il y a eu le problème d'hier, le problème du 20. Donc ce R-Const, qui est en fait une exception soulevée par, par notre client, par le prévenu Caméré, c'est dans ce R-Const-là qu'il y a maintenant, qu'il y a eu ces manœuvres-là dont nous venons de vous parler. Pourquoi ça nous intéresse? C'est puisque ça fait partie de la défense de M. Caméré. Et alors ça nous inquiète en nous disant, est-ce que dans le fond, on ne risque pas de faire la même chose? Donc, la Cour suprême s'étant déjà prononcée sur cette exception, à la façon dont nous venons de vous parler, c'est pour ça que nous sommes venus à sa demande pour en faire état au public. Voilà, je ne sais pas si vous avez mieux compris. Mais il faudra rencontrer la préoccupation de notre ami de APIC qui comparait le procès ici avec celui de Karim Wade qui s'inquiétait de la suite. Je crois que nous pouvons nous inquiéter de la suite par rapport à notre propre démarche. Parce qu'on ne compare que des choses comparables. Nous avons tous suivi le procès Karim Wade. Nous ne voulons pas émettre de jugement de valeur sur celui-ci, mais au moins le droit de la défense était quand même sauvegardé. Je n'ai pas appris qu'on a organisé d'autres procès à l'insu de M. Wade, Karim, sans lui notifier des exploits, des significations des dates d'audience. Un procès se tient devant M. Karim Wade, on le renvoie, il part, et après, tout de suite après, on tient un autre pour constater l'arrêt qui viendrait de quelque part ailleurs pour le signer. Non, on n'a pas vu ça dans le procès Karim Wade. Là, le pays. Et il faudra que le président de la République, qui lui est constitutionnellement le garant du bon fonctionnement des institutions en vertu de l'article 69 de la Constitution, intervienne pour que l'on sache que ça ne vient pas de lui. Parce que c'est grave. Personne n'a le droit de réduire à néant la justice de tout un pays. Ça, c'est réduire à néant notre justice. C'est inadmissible même à l'époque de l'Antiquité, même pendant la préhistoire, on n'a jamais vu une telle justice. N'oubliez pas, la Bible dit, la justice élève la nation. Et je crois que nous avons là l'explication de nos misères. Si c'est de cette façon-là que notre pays traite la justice, je crois que nous devons perdre tout espoir. Alors, comme c'est notre pays, nous n'en avons pas d'autre, nous devons tous faire un effort, un sursaut d'orgueil pour sauver notre pays entre les mains desquelles il se trouve aujourd'hui. Le peuple voudrait savoir identifier l'accusateur. Et pour quel grief? L'accusateur aurait-il une fois nié sa signature de transaction? Et si c'est vrai, l'avez-vous déjà attaqué? En plus, le collectif rencontre-t-il les avocats de l'accusateur seulement devant les juges ou ailleurs aussi? Je vous remercie. Je voulais juste avoir une petite précision. Parce que là, les avocats nous ont présenté les difficultés auxquelles ils font face dans la procédure Maintenant, je me dis, quand il y a des irrégularités comme ça, quelle est la prochaine étape et quels avocats vont trouver? Y a-t-il pas moyen de faire une structure légitime pour les règles de composition? Nous étions là tous, nous étions là tous les jeudis lorsque le
procès commencé. Et si je me rappelle bien, les juges, président dans son introduction, il a invité tous les deux parties à dépassionner les débats, puisque maîtrisant bien les caractères politiques, diplomatiques, voire social qui concouraient ces procès. Vous, personnellement, comment, en tant qu'avocat de la défense, avez-vous interprété le message du président? Et au-delà de cela, nous venons d'apprendre également qu'il y a des juges qui sont à l'exil, d'autres limogés. Qu'est-ce que cela présage selon vous, les avocats de la défense? Oui, je vais brièvement répondre à deux questions de procédure. La deuxième et la quatrième, je vais laisser mes confrères répondre aux deux autres questions. La seconde question demande quelle sera la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? Bon, il ne faut jamais anticiper. La question va de pair avec la quatrième question. C'est pour ça que je réponds plus rapidement. Qu'allons-nous faire si Kamere est condamné? Je voudrais vous dire que nous ne devons pas aller vite en besogne. Et une suspicion, comme on dit, doit être légitime. Et pour le moment, notre préoccupation, c'est seulement le procès équitable. Nous avons invoqué là-bas la publicité de la procédure. Dans ce que nous venons de dire, vous voyez aussi qu'il y a toujours avec le procès équitable le manque d'égalité des armes. Tout ça, ce sont des termes du procès équitable. Dans un procès, il faut l'égalité des armes. La défense et l'accusation doivent jouir des mêmes armes. Lorsque vous vous réunissez, la défense part, sachant que le procès est renvoyé au oui, et après, on se réunit sans inviter de nouveau la défense. Ce procès-là rentre dans la catégorie de la violation de l'égalité des armes. C'est ça que nous dénonçons et comme vous le savez, notre pays est signataire des instruments internationaux qui permettent aux justiciables, si jamais la justice n'est pas bien rendue ici, de pouvoir déférer devant les institutions internationales. Mais nous sommes convaincus, nous, que c'est toujours faire une mauvaise publicité, parce que, pourquoi nous avons tenu à dénoncer ça? Parce qu'il y a la répétition de la violation du procès équitable. Ceux qui ont suivi il y a 10 jours, le procès de Christopher Ngoy, vous avez constaté que la défense n'a pas voulu prendre part au procès parce qu'on refusait aux médias de couvrir le procès. C'est contre le principe de la publicité et même la constitution congolaise prévoit que la procédure doit être, puis le procès est public. Ceux qui ont suivi un autre procès opposant le vice-président fédéral de l'UDP Sambujimai, de Kabachi, Kabanguchi Zubu Bruno, eh bien, vont se rendre compte que dans ce procès, nous avons plaidé la défense en liberté depuis le 14 novembre 2014. La personne a déjà purgé plus de la moitié de la peine en prison. Il a même dépassé la condamnation au premier degré. Et plus de 5 mois après, alors que la décision devait être rendue dans les 48 heures, comme le prévoit le code de la procédure, plus de 5 mois, Kabachi est toujours en prison et on ne prononce toujours pas sa décision. Donc, ça, ce sont les quelques cas que nous voyons, mais nous pensons que le moment est venu. Nous lançons, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est un cri de détresse, car la justice doit être rétablie. Nous faisons ces remarques parce que nous avons foi en la justice d'un pays. Un pays ne peut pas vivre sans justice. Quel que soit le régime politique, un pays doit avoir une justice indépendante. C'est au nom de ces principes-là que nous avons donc pris cette liberté de pouvoir associer la presse à ces préoccupations qui sont importantes. Donc vous voyez que vous pourrez suivre d'autres cas. Il y a eu le cas Kamere maintenant, il y a quelques temps, c'était le cas de Christopher Ngoy,
il y a encore sous il y a Kabangu, Chizubu, Bruno. Donc tous ces cas-là sont des cas dans lesquels on n'a respecté pas du tout les principes d'un procès équitable, ainsi que les principes de la liberté d'opinion des membres de la société civile et des partis politiques. Et nous sommes respectueux de la loi. C'est au nom de cela que nous avons pris la liberté de dénoncer ça. La question est pertinente, mais comment y répondre? C'est en ayant le regard fixé sur la Constitution. Qu'adviendrait-il si jamais Kamere est condamné? Retenons de par la Constitution que la justice est rendue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au nom du peuple congolais. Question. Qu'adviendrait-il si, malgré cette condamnation, le peuple disait non à cette condamnation? Nous notons que dans le procès Ewanga, honorable Ewanga, il appelle en civilement responsable l'UDPS, l'UNC, la même Cour suprême de justice dit que devant elle, il n'y a pas de constitution des partis civils. Bien entendu, confondant la notion du civilement responsable à celle de partis civils. Curieusement, dans ce procès qui est soutenu au profit du pouvoir, on admet que Wivine Moleka se constitue partie civile devant la même cour. Deux poids, deux mesures, dans un même pays. Je vais répondre à la préoccupation de Boukassa de Elikia, qui demande qui accuse Kamere. Kamere, au départ, c'était l'affaire de Wivine Moleka, qui est allé au tribunal pour imputation et dommageable dénonciation calomnieuse, à la suite des élections. Alors qu'en réalité, ce n'était pas Kamere qui a fait les imputations dommageables et qui a fait la dénonciation calomnieuse. C'est le parti politique INC qui s'est réuni, qui a fait le constat sur l'organisation des élections. Et cette organisation des élections n'a pas été dénoncée que par l'INC. Le monde entier a dénoncé ces élections. Les observateurs internationaux qui étaient là, ils avaient dénoncé ces élections. Le centre Carter a dénoncé, les catholiques ont dénoncé et le président de la République lui-même a reconnu que les élections étaient mal organisées. Et c'est à cause de ça que Ngoï Mulunda et son équipe étaient partis. Et c'est à cause de ça que le président de la République, Joseph Kabila, a créé les concertations nationales. Parce qu'il y a eu rupture au sein de la population congolaise à cause des élections mal organisées. Et à l'issue de ces concertations nationales, il y a eu des amnisties. On a amnistié les gens. Aujourd'hui, dans le pouvoir, ceux qui ont tué le peuple congolais, ceux qui ont versé le sang du peuple congolais sont au pouvoir. Ils mangent avec eux ensemble. Ceux qui ont pilé les enfants à l'Équateur dans des mortiers sont dans le pouvoir. Donc, c'était la réconciliation, au nom de la réconciliation, qui sont allés aux concertations nationales. Mais toujours dans ce cadre de ces élections-là que Vital Kamerhe est en train d'être poursuivi aujourd'hui. Wivine Moleka a trouvé un compromis avec M. Vital Kamerhe. Et nous croyons que tout était fini. Mais aujourd'hui, si M. Vital Kamerhe est poursuivi, c'est sur injonction de Madame la ministre de la Justice qui a écrit, qui a donné injonction au ministère public, qui se trouve être le procureur général de la République, qui puisse poursuivre l'action qui avait commencé par Wivine Moleka et l'action pour laquelle on avait trouvé un compromis, que lui se saisisse du pénal pour poursuivre M. Vital Kamerhe. Est-ce que la dénonciation faite, qui a été faite par tout le monde, a mis vraiment la République en péril, a trahi vraiment la République?
pour qu'on dise que voilà la République qui a été mise en danger par la déclaration de M. Vital Kamerhe. Tous ceux qui étaient élus, si c'est vraiment ça élu, par ces élections-là, sont en train de consommer leur mandat aujourd'hui. Donc ils sont en train de consommer leur mandat. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment périr à la demeure, on n'a pas tué la République pour ça. Mais nous sommes aujourd'hui à la Cour suprême de justice par le fait du procureur général de la République sur injonction du ministre de la Justice. Et il voudrait que la justice se fasse. Et alors nous voulons si la justice doit se faire. Parce que le procureur général de la République qui a reçu injonction, il a demandé que toutes les sections, les chambres réunies de la Cour suprême de justice siègent pour connaître de l'affaire. Mais nous n'avons pas vu les chambres réunies pour siéger pour connaître de l'affaire. Ce qui fait que nous sommes devant un fait. La chambre qui siège aujourd'hui n'est pas la chambre qui a été saisie correctement. Nous croyons que le procureur général de la République, s'il veut se soumettre à l'injonction du ministre de la Justice, on doit faire la différence entre la juridiction et l'officier du ministère public. Comme il est procureur général de la République, qui paie le plus, paie le moins, il n'a qu'à se pourvoir à la juridiction inférieure, qui est la juridiction de Vital Kamerhe aujourd'hui, parce qu'il n'est pas justiciable de la Cour suprême de justice. Il n'a qu'à descendre au tripet pour aller là-bas plaider, parler du cas Kamerhe, au lieu qu'on se contente d'aller à la Cour suprême de justice. Donc la personne qui poursuit aujourd'hui, c'est le procureur général de la République pour rétablir la République et pour défendre la République au motif que Vital Kamerhe a bafoué la République. Je crois que nous ne pouvons pas passionner les débats. Nous, notre désir est tout simplement que le droit soit dit. Nous avons seulement besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de vivre dans une république. Mais si on ne veut pas nous permettre de vivre dans une république, la Constitution nous donne le droit de réagir. Nous n'allons pas laisser... Nous n'allons pas laisser qu'on nous ramène dans la jungle. Nous sommes dans un état de droit, nous nous battons pour que la République démocratique du Congo devienne effectivement la République. Nous nous battons pour la démocratie. Et nous avons le droit de parler. Donc tous ceux qui parlent, ou vous êtes réduits à la mort, ou vous êtes réduits au silence, il faut mettre des cadenas sur vos lèvres pour ne plus parler, ou alors vous vous retrouvez comme le secrétaire général Ewanga s'est retrouvé en prison. Nous allons tout simplement demander que tout le monde suive ce procès à la loupe. Si le droit n'est pas respecté, si la République n'est pas respectée, nous devons prendre nos dispositions. C'est tout ce que nous avons. Qui accuse Kamerhe? En réalité, ce sont les officiers du pouvoir. En termes clairs, c'est ça. De quoi est-il accusé? Il dérange. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut disqualifier un adversaire de taille. C'est juste ça ce que je voulais dire. Notre souci, c'est le respect de la loi, de la Constitution et des instruments internationaux. C'est dans cette limite-là que le procès n'est pas déséquilibré. Nous avons voulu donc éveiller l'attention de toute la nation sur le principe d'un procès équitable, le droit à la publicité et l'égalité des armes. Quand on n'a pas les mêmes armes, on ne peut pas faire un combat loyal, puisque le principe c'est la loyauté. Merci beaucoup et nous vous remercions encore une fois de plus. Merci.